rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut. Les actions des compagnies canadiennes de pétrole qui ont pris une débarque hier parce qu'on se dit, ben là, tout à coup, pour fournir les États-Unis, il y a une nouvelle source potentielle, le Venezuela. Et la grande question depuis hier, c'est, OK, Venezuela, mais là, pour l'instant, ils ont des réserves de pétrole, ils n'ont plus les équipements modernes et bien entretenus pour l'exploiter. Combien ça coûterait là, pour remettre en place une exploitation sérieuse de pétrole? Et la réponse simple à ça, Mario, c'est énormément d'argent. Puis c'est là où le bas blesse, en fait, trois choses. La première, là, c'est ces fameuses réserves de pétrole. Hein? Puis on se rappellera que pas plus tard qu'en 2015, les réserves du Venezuela, c'était 100 milliards de barils. Puis là, soudainement, c'est rendu 300 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Agence internationale d'énergie dit qu'elle prend ses chiffres du gouvernement vénézuélien, qui lui-même prend ses chiffres de PDVSA, qui est le monopole public, qui était un peu sous pression de Hugo Chavez puis de M. Maduro pour montrer des beaux chiffres. Fait qu'il y a de fortes chances que ces chiffres-là qui n'ont pas été audités de manière indépendante soient un peu artificiellement gonflés. Il n'y a peut-être pas 300 milliards de barils. Encore une fois, il y en aurait énormément, 100 milliards, ce qui est énormément, mais ce qui est quand même moins que le Canada, déjà, première chose. Donc, c'est la première affaire. Deuxième affaire, tu l'as dit, l'infrastructure est désuète complètement. M. Chavez, en 2003, a viré 20 000 personnes. Je t'en parlais hier. Il faut retrouver ces gens-là, il faut retrouver l'expertise pour venir sur place. Et l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, à 900 000 barils par jour environ, il y a une partie de ça qui doit être utilisée pour la consommation domestique du Venezuela. Il y a des voitures, ils produisent beaucoup d'énergie avec leur propre sous-sol. Donc, avant qu'on se rende à l'exportation, il va falloir développer quand même beaucoup le truc. Et là, développer ça, Mario, c'est déjà importer des équipements là, très coûteux, les emmener dans les terres où, même si M. Maduro est plus là, c'est quand même sa vice-présidente qui a repris par intérim le pouvoir. On dit qu'il y a 1000 généraux, là, des militaires là, qui sont répartis, des généraux là, avec des petites épaulettes là, décorées, là, qui sont un peu partout sur le territoire, qui contrôlent des routes, qui contrôlent des parties de l'économie, qui contrôlent des villages. Là-dedans, il y a des pro-Maduro-Chavez, il y a des corrompus à l'os. Surtout des pro-Maduro-Chavez. Je veux dire, c'est des gens qui ont grandi dans ce système-là. Mais il y a aussi des corrompus à l'os, mais des gens qui collaborent avec les cartels. Ils vont pas laisser les gringos là, américanos passer facilement à venir installer leurs équipements. Et après, Mario, il faut construire des pipelines. Les terminaux d'exportation sont complètement désuets eux aussi. On estime qu'ils peuvent exporter un peu moins de 1,5 million de barils par jour. Donc, avant de se rendre à 3 ou 4 millions de barils par jour, qui est à peu près la production canadienne à destination des États-Unis, il y a tout un investissement dans l'infrastructure portuaire. Là. Puis, regarde ce qu'on essaie de faire à contre-cœur dans un pays démocratique. Genre, il y a de loin la coupe aux lèvres. Et finalement, ce qui est quand même fou, c'est que pour alimenter de la production pétrolière, les gens l'oublient parfois, il faut de l'énergie. Et donc, cette énergie-là va venir de où? Soit il faut construire des centrales nucléaires, des barrages, d'autres centrales à essence ou au gaz, mais ça aussi, c'est une infrastructure qui va coûter des milliards et des milliards de dollars. Il y a un analyste, je t'ai envoyé le lien, qui estime que ça coûterait 1000 milliards de moderniser le pays. Puis encore une fois, avec un facteur de risque incroyable. Là, je veux dire, à tout moment, un nouveau président pourrait décider de renationaliser. Ce qui est arrivé, là, c'est la raison pour laquelle les Américains disent qu'on leur a volé ce pétrole-là, c'est qu'ils ont investi des dizaines de milliards de dollars. Chavez est arrivé. On a nationalisé en échange d'une poignée de change, puis maintenant, c'est à nous. Évidemment, les entreprises, les ExxonMobil, les Chevron de ce monde, ils sont pas dupes, ils vont pas se refaire prendre une deuxième fois à faire la même chose. Et donc, ce qui est un peu drôle, c'est que, là, t'as actuellement l'Alberta, pays démocratique, le pétrole coule, tu as une source fiable. On nous antagonise par tous les moyens possibles et imaginables, là, les Canadiens actuellement, mais Christy, c'est là, ça coule, ça va bien. Pourquoi t'irais te foutre dans le fond de la jungle avec des généraux hostiles corrompus pour essayer peut-être d'aller en chercher un autre 100 000 barils? T'en as 4,5 millions qui sortent du Canada à tous les jours. Prenez-le, il coûte rien, il n'y a pas besoin d'investissement additionnel. C'est comme un peu paradoxal de penser qu'on va remplacer une source fiable, constante et prévisible dans le futur par un investissement totalement spéculatif, hautement risqué dans un pays qui est possiblement au bord de la guerre civile. Moi, honnêtement, Daniel Smith peut dormir sur ses deux oreilles pour les 10 prochaines années. Puis n'en déplaise à Jean Charest, là, qui a fait des sorties hier, notamment au bilan, là, qui dit hey, le Canada, j'y crois pas à cette thèse-là. Le Venezuela va pas remplacer le Canada dans ma vie, je pense. Et c'est pas mal ce que tous les analystes experts dans le domaine pétrolier disent également. C'est pas demain la veille que ce pays-là va se remettre au concert des nations à produire du pétrole de manière fiable. Restons dans le grand secteur de l'énergie parce que tu écris ce matin sur
la possibilité pour le Québécois moyen de profiter ou de participer au bénéfice d'Hydro-Québec? Ben, je recherchais là-dessus parce que, bon, tu sais que je suis un passionné, moi, d'énergie, d'électricité. Je joue à la pointe hivernale. D'ailleurs, c'était la pointe hier matin, hier après-midi. Là, j'ai monté ça d'avance, baissé. J'ai fait quand même une 50aine de piastres entre ma maison puis mon chalet. Mais mon point, c'est que ça m'enthousiasme ce qui se passe avec Hydro. Puis là, on veut investir entre 180 et 250 milliards de dollars, là, selon à qui on demande. Et pour ça, il va falloir qu'Hydro trouve de l'argent. Puis ça va pas venir d'Éric Girard. Là. Ça va venir... Les marchés vont financer Hydro-Québec. Et ce que j'ai appris en fouillant un peu, ce que je ne savais pas, très honnêtement, c'est qu'Hydro-Québec émet sur une base très régulière des obligations d'épargne, un peu comme des bons du trésor, là, de la dette à long terme, sur des horizons... Comme le font les gouvernements, les municipalités, les grandes compagnies. Les grandes entreprises, c'est du blue chip, là, c'est des bons, là, des obligations, donc avec des rendements garantis. Un coupon détachable, c'est ça? 2 fois par année, oui. Avec différentes modalités, puis là, tu as 1 an, 3 ans, 5 ans, jusqu'à 30 ans, certains obligations émises. Puis écoute, dans certains cas, ça peut monter au-dessus de 5 % de rendement garanti sur 20 à 30 ans. Honnêtement, ça dépend de nos scénarios d'inflation, mais ça peut être une bonne manière de parker de l'argent avec un rendement certain. Et là, ma question, Mario, c'est pourquoi est-ce qu'on limiterait ce que moi, toi, Isa, on croit en Hydro, mettons, je dis, je vais mettre, je sais pas là, une partie de mon épargne, 5 000 $ là-dedans. Pourquoi je suis limité à 5 %? T'sais? Si on pense qu'Hydro-Québec, ça va bien marcher, puis qu'on va investir 200 milliards de dollars, puis qu'on va devenir, les prix vont un peu augmenter, pourquoi je serais pas aussi associé à la montée en valeur de cette entreprise-là? Donc, je suis pas un partisan de la privatisation nécessairement d'Hydro-Québec, mais plus de laisser justement d'éventuelles parties prenantes. Une ouverture du capital Une ouverture du capital, mais qui pourrait être des votes... Tu sais que dans les années 2000, il y a un parti politique qui a proposé ça au Québec. C'est ce qu'on m'a chuchoté à l'oreille. Puis moi, j'ai écrit ce texte-là... Ça fut dénoncé. J'ai écrit ce texte-là bien naïvement, mais ce que j'ai appris depuis que ça a été publié cette nuit, c'est que, tu me l'as raconté, l'ADQ avait avancé cette idée-là et ça avait été... tu peux le raconter. Non, mais ça a été dénoncé comme... rejeté du revers de la main. Rejeté du revers de la main. C'est ça que t'es en campagne électorale. C'est pas nécessairement un contexte là, pour... je veux dire, tout le monde tape sur une idée. En plus, quand t'es un parti qui a aucun allié dans les médias, tous les médias appelaient des universitaires experts qui allaient dire c'est épouvantable. C'est ça, de l'UQAM qui allait dire c'est épouvantable. Ouais. Ceci dit, je veux dire... Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la question se pose même plus parce que l'Ontario l'a fait. Hydro One. Aujourd'hui, tu peux acheter des actions d'Hydro One. Pour un résultat un peu mitigé, effectivement, mais mon point, Mario, c'est... ça a amené du capital action. C'est ça, exactement. Puis tu pouvais les acheter à 30$ il y a quelques années. Va vérifier, d'après moi, matin, ils sont à 50 ou 45-50. Ça a pris de la valeur, effectivement. L'actionnaire d'Hydro One a mis son capital dans une entreprise publique, partielle. Exact. Puis, comme je te dis, je suis pas dans les modalités. Je suis pas, moi, convaincu qu'on doit privatiser au sens strict du terme Hydro-Québec. Je pense que ça devrait être réservé à des investisseurs québécois. On pourrait faire comme le fait le CRCD chez Desjardins ou FTQ, limiter ça, mettons, à 5 000 $ par année ou un montant qui permet à plusieurs personnes d'y participer sans... Parce que l'enjeu, évidemment, c'est que tu diras, si on fait juste ouvrir le capital, là, t'as les démarrais, puis toutes les grandes fortunes qui vont tomber là-dedans, puis qui vont, dans le fond, s'enrichir, ce qui devrait être de l'enrichissement de l'État. Ma philosophie... Ils peuvent acheter des actions d'IBM, ils peuvent acheter des actions de Microsoft. Pourquoi ils pourraient... Non, mais... Je suis un peu plus fleur bleue, peut-être, Mario, mais mon idée, c'est plus de dire, est-ce que... C'est très individualiste, c'est très petit épargnant. Est-ce que les petits épargnants québécois, est-ce que toi, puis moi, puis tous ceux qui nous écoutent peuvent pas mettre, disons, à chaque année un 5 000 $ puis participer du upside, là, comme on dit sur les marchés boursiers, c'est-à-dire de la montée en valeur de cette entreprise-là sans se limiter à un vulgaire bon du trésor, à un vulgaire obligation d'épargne. Mais le blocage, c'est que, mettons qu'on fait ça. 25% du capital action est ouvert à des actionnaires privés. Bon, ça veut dire que là, Hydro-Québec va verser un dividende aux actionnaires. Présentement, tout le dividende est versé à un seul actionnaire, le gouvernement du Québec. Là, ça veut dire qu'on diviserait, mettons, les 3/4 des dividendes seraient versés au gouvernement, puis l'autre quart serait réparti en fonction de tous les petits détenteurs d'actions, là, comme... Puis là, c'est ça. Là, que... Ça serait bien, là. Je veux non, dire... c'est le mal. Ah non, mais ça serait bien. Puis encore une fois, on parle. Comme je te dis, je limiterais ça à des petites. Parce que les pauvres, là, ils n'en auront pas de ces actions d'Hydro-Québec. Ils participeront plus aux dividendes. Comme je te dis, il y a plusieurs organismes, là, FTQ, Desjardins.
qui font déjà des mesures comme ça. On pourrait même mettre des incitatifs fiscaux. Puis l'idée, encore une fois, Mario, c'est que en investissant dans Hydro, comme ça va se faire, là, quel que soit le véhicule qu'on retient, là, de la dette ou de mon véhicule à nommer, là, mais il va y avoir du capital privé. Là, le 200 milliards, là, ça ne sera pas tonton Girard qui va le mettre, ça sera pas François Legault, ça va venir des marchés. Ma question, c'est on peut juste un peu varier, puis en ayant du capital action, là, parce que je veux pas rentrer dans les technicités, mais c'est que tu remplaces de la dette par du capital action, ce qui fait que pour le bilan d'Hydro-Québec, c'est bien mieux là, quand ils vont aller voir le taux qu'ils vont avoir, quand ils vont aller voir le banquier. Moi, je suis d'accord avec tout ce ça que va tu être dis. plus avantageux. Juste que dans le contexte du Québec, c'est perçu comme un capitalisme sauvage. Mais c'est pas sauvage, puisqu'on le limite, puis encore une fois, puis ça serait limité aux Québécois, là, donc encore une fois. Puis juste revenir là-dessus, tu dis que l'ADQ l'avait proposé, Mon Québécois riche. On m'a dit, mettre 5 000 $ de placement. On m'a dit que Bernard Landry avait déjà fait cette proposition-là dans les années 90 possible, également. Fait que, tu sais, PQ, ADQ, je suis sûr que la CAQ serait pas complètement fermée à l'idée, là, les connaissant un peu. Fait que, tu sais, je me dis, ça traverse quand même toutes les formations politiques. J'aurais envie de dire, est-ce qu'on peut au moins examiner les façons que ça pourrait être fait de manière, tu sais, entre guillemets, apolitique, bipartisane, là, comme on dit aux États-Unis, tu sais, avec plusieurs personnes autour de la table. C'est sûr que c'est possible techniquement. Après, est-ce que les médias puis d'autres groupes d'intérêt là, vont trouver que c'est une mauvaise idée? Je n'argue pas en faveur de la privatisation, soyons bien clairs, mais de financer Hydro-Québec de façon plus créative et en élargissant un petit peu la tarte. Puis le gouvernement du Québec aura juste 75%, mais d'une tarte beaucoup plus grosse, parce qu'il a investi 200 milliards. C'est là que on va en créer des électrons, on va en faire des kilowattheures. Non, je veux dire, il va y avoir plus de revenus. Mais Mario de la Rive-Sud, là, lui, les obligations, il est très intéressé. Vous pouvez pas les acheter directement, mais parlez à votre courtier, puis honnêtement, il y en a des émissions à chaque quelques mois, là, c'est régulier. Tu peux pas acheter direct chez Hydro, là. Faut que tu passes par un courtier. Tu peux pas arriver avec ton petit chéquier, l'immeuble à l'agent de salle, oui, j'aimerais acheter 100 $. Non, il faut passer par un courtier, mais les banquiers, il y a des fonds qui en incluent également. Il faut parler avec votre expert des finances, puis c'est possible d'en avoir dans votre portefeuille, puis c'est possible d'en avoir beaucoup, si vous voulez. Il n'y a pas nécessairement de limite. Ils en ont émis 6 milliards l'année passée de dollars. Fait que c'est pas... Il y a de la place pour notre auditeur d'en acheter une couple avant qu'on arrive à l'épuisement des stocks. C'est Francis.